Certaines philosophies, je songe à Platon, nous sont parvenues quasi intégralement. 2000 pages de Platon, intégralement lisibles, c'est-à-dire sans trou, sans blanc, sans incompréhension possible. On a une compréhension intégrale possible de Platon parce que Platon nous a été transmis. Donc les conditions d'exercice de la philosophie tout au départ sont des conditions qui ont à voir avec la transmission. Transmission de Platon, d'une certaine manière, on a une civilisation platonicienne rendue possible par les transmissions et une pensée présocratique invisible pendant très longtemps. Voilà pour la question de la transmission. Comment est-ce qu'on peut aborder le continent philosophique? Comment est-ce qu'on découvre? Bien, je dirais qu'on fonctionne sur le principe de ce que Foucault appelait l'archéologie, mais c'est l'archéologie au sens classique du terme. Première façon de découvrir, je dirais, des fragments, l'archéologie d'un site. On va fouiller un site et on découvre des endroits qui sont propices ou qui ne sont pas propices. Et on est dans l'hypothèse parfois de la chance. On se retrouve devant une villa, par exemple la villa des Pisons à Herculanum, juste à côté de Pompéi, et on découvre la bibliothèque entière d'un individu qui était un fanatique de pensée épicurienne. Et d'un seul coup, on découvre une bibliothèque de philosophie épicurienne, on découvre des textes essentiels qui nous permettent d'accéder au corpus épicurien. Imaginez-vous qu'on découvre votre bibliothèque. Votre bibliothèque dit quelque chose de vous. Elle dit quelque chose qui renseigne sur vous. Elle dit aussi quelque chose qui renseigne sur votre époque. C'est une donnée subjective. On découvre des bibliothèques. Là aussi, on rentre dans la logique du hasard. On a la chance de découvrir certaines bonnes bibliothèques. On peut aussi avoir la chance de découvrir une bibliothèque, mais c'est une mauvaise bibliothèque. Ça peut arriver aussi avec des auteurs qui ne sont pas essentiels pour faire avancer la cause d'une école. Je songe à l'épicurisme, par exemple. On a découvert donc à Herculanum des trésors. Si vous allez faire un tour à Herculanum, vous verrez comment ça fonctionne. La ville est encore sous la cendre qui est pétrifiée. Enfin, il y a des marteaux-piqueurs qui travaillent et qui essaient de sortir des maisons de la gangue de lave où elles sont enfouies. Et on essaie de faire avancer doucement, mais ça coûte très cher. On peut imaginer qu'à Herculanum, actuellement, il existe encore un certain nombre de bibliothèques qui nous permettront de découvrir d'autres sagesses, des sagesses peut-être actuellement complètement ignorées. Ça a été, par exemple, la Villa des Pisons à Herculanum, extrêmement important pour la philosophie épicurienne. On a découvert également à Nagamandi, en Égypte, des jarres qui étaient donc enfoncés dans le sol et qui ont permis de mettre à jour des textes de gnostiques. On connaît très peu les gnostiques. Les gnostiques sont ceux qui se proposent la connaissance. Gnosis suppose qu'on a une connaissance possible à partir des informations qui sont données par des philosophes dont on a complètement oublié le nom. On ne parle ni des Sétiens, ni des Pérates, ni des Caïnites, etc. Enfin, un nombre considérable de gens qu'on a oubliés. Et quelques-uns ont ressurgi à la faveur de la découverte de ces jarres qui sont essentiels et qui ont livré des textes qu'on travaille toujours. Il y a toujours des gens qui travaillent sur ces textes-là pour essayer de voir ce que dit le corpus gnostique, c'est-à-dire début du christianisme, je dirais, fin de la période antique et début de la pensée chrétienne. On a pu trouver aussi dans des archéologies de sites à Enanda, un immense mur sur lequel ont été gravées des sentences par un Diogène d'Enanda, qui lui avait fait graver des sentences épicuriennes sur ce mur qu'on a découvert un jour, qu'on a mis à l'air et qui enseigne des choses essentielles sur, non pas Épicure, mais sur l'épicurisme, c'est-à-dire sur la façon qu'on a eu de lire Épicure. Donc des jarres, je dirais des villas, des murs, des momies, par exemple. Je lisais récemment un texte sur Sappho, une poétesse extrêmement ancienne qui aurait pu commencer d'ailleurs ce cours inaugural sur l'hédonisme si je n'avais choisi l'angle d'attaque philosophique plutôt que poétique. Il y a eu des bandelettes de momies à Oxyrhynchos, par exemple, qui ont été utilisées pour embaumer envelopper les morts embaumés. Et on a découvert dans ces bandelettes des morceaux de carton. On a retrouvé des fragments d'Homère, on a confirmé l'existence de Sophocle, on a pu mettre en perspective un certain nombre de fragments et constater que les textes de Sophocle dont nous disposions étaient les textes originaux, par exemple, découvertes donc dans des momies, enfin dans les cercueils de momies, ou alors dans le dépôt d'ordures du même village où on avait jeté les momies, les bandelettes, après que le Nil ait fait des crues qui ont obligé les gens à retravailler le système d'irrigation. Donc il y a vraiment un hasard absolu qui fait que on pratique l'archéologie d'un site et qu'on peut découvrir un certain nombre de trésors qui sont essentiels pour l'histoire de la philosophie. Donc d'abord partir de cette idée que 25 siècles nous séparent d'un corpus qui nous est transmis parfois avec de la chance et uniquement avec de la chance. On peut
Pratiquer en dehors de l'archéologie du site. To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.